Bonjour à tous, il est 11h30 maintenant, début du webinaire. Heureux de vous avoir tous avec nous aujourd'hui. Donc un webinaire, on va peut-être entendre encore peut-être une minute ou deux, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se connectent maintenant. Donc un webinaire autour du marketing automation avec Stéphane Coulot. Bonjour à toutes et à tous, enchanté. Voilà, on va attendre. Petite info, Nicolas, j'ai toujours le son de tous ceux qui arrivent là. Est-ce que tu sais si j'ai un moyen de le désactiver? Non, tu ne peux pas le désactiver. C'est le problème de Google Meet. C'est un peu perturbant. Mais j'ai quelqu'un qui fait les acceptations en back-office, donc ça va. Ne te laisse pas perturber par les sons. Ok, 24 personnes. Donc, on va démarrer. Donc, bienvenue à tous dans un webinaire exceptionnel. Exceptionnel parce qu'on va parler de marketing automation qui est au cœur des préoccupations des responsables marketing. Et puis, exceptionnel parce qu'on est avec Stéphane Coulot, qui est le président de Webmécanique, une magnifique société française, bientôt une licorne française, hein, on espère, mais qui en tout cas se bat dans la cour des grands. Donc, ce que je te propose, Stéphane, c'est qu'on démarre donc, ce webinaire avec le titre un peu accrocheur, hein, passer de Mailchimp au marketing automation, mais c'est vraiment le cœur du sujet sur marketing automation. Et Stéphane, je te laisse la parole. Merci déjà pour cette introduction dithyrambique, Nicolas. Oui, accrocheur, mais bien réel, c'est une question qu'on a très souvent. C'est évidemment comment passer de l'email automation au marketing automation, pourquoi le faire, comment le faire. C'est ce qu'on va aborder ici. Mailchimp est l'emblématique, j'aurais pu dire, de comment passer de Mailchimp à HubSpot, mais comme on est concurrent d'HubSpot, on laisse un terme générique. Tu veux peut-être présenter un petit peu ton agence quand même? Ouais, tout à fait. Donc, INU, c'est une société que j'ai créée en 2016 à mon retour de l'étranger. Donc, moi, j'ai un background dans tout ce qui est la distribution informatique, plus de 20 ans dans la distribution informatique IT. Donc, j'ai passionné par marketing. Donc, j'ai voulu créer cette agence B2B, donc une agence B2B et une agence spécialisée sur les boîtes IT. Donc, si vous êtes dans l'IT, soyez attentifs à ce webinaire et puis n'hésitez pas à nous contacter. Donc, autour de différents services, aussi bien la partie inbound marketing que la partie outbound marketing. Et puis, donc c'est une agence à taille humaine, mais avec des beaux noms. Donc, on travaille avec des gens comme Lenovo, comme Devoteam, comme Toshiba. Voilà. Merci Nicolas. Pour Webmécanique, nous, on est un pur éditeur de logiciels. On fait 90% de notre chiffre d'affaires sur les abonnements à nos logiciels. Et on a démarré il y a un peu plus de 6 ans avec le marketing automation pour être une alternative française et européenne à des solutions leaders comme Marketo, comme HubSpot, etc. Et on a sorti, si vous avez suivi notre actualité en tout début d'année, un CRM à la demande de pas mal de PME, mais aussi de grands groupes, de filiales de grands groupes, pour avoir une solution all-in-one préintégrée, automation plus CRM pipeline, gestion des opportunités commerciales. Et puis, on a lancé tout début 2021 Webmécanique Academy, qui réunit toutes nos formations, des formations stratégiques sur l'inbound, sur comment traiter le RGPD, etc., mais aussi sur les fonctionnalités de nos logiciels, des formations qui sont accessibles 24/7 à tous nos clients. Alors, avant de commencer un petit peu les règles du jeu, donc c'est un webinaire qui va durer 30 minutes, plus les questions, c'est quelque chose qui va durer à peu près 45 minutes. Donc, on va essayer de faire tenir ça dans ce temps, même si on a beaucoup de contenu à vous proposer. On sait que vous êtes occupés, donc on essaie d'aller le plus vite possible. Soyez attentifs parce qu'on n'envoie pas les supports de présentation à l'issue du webinaire. Il y aura en revanche un replay qui vous sera envoyé. Et puis restez bien jusqu'à la fin parce que on va vous présenter, Stéphane va vous présenter à la fin des scénarios de marketing automation. J'ai mis 3, mais je crois qu'en fait, il y en a 5, donc du bonus. C'est 5 qui se répondent bien. Voilà, exactement. Voilà, et le webinaire est enregistré. Alors, ça, on vous présente un petit QR code. C'est une application qui s'appelle Slidoo. Ce que je vous propose, c'est de scanner le QR code avec votre téléphone.
et vous allez arriver sur une application sur laquelle vous allez pouvoir poser des questions à Stéphane ou à moi, auxquelles on répondra à la fin du webinaire. L'intérêt de cette petite application, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité de voter pour les questions de vos voisins. Ce qui fait que nous, à la fin, on connaîtra les questions qui sont le plus intéressantes pour tout le monde. Voilà, donc vous avez encore 10 secondes pour scanner ce QR code, application que vous pouvez utiliser pour vos webinaires, donc qui s'appelle Slido. Bon, je ne sais pas si à l'école, ils ont le droit de noter leurs petits camarades au travers d'une application comme ça, mais ça commence à devenir excitant l'école. Très bien. À ce sommaire, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse effectivement déjà comparer ce qu'est l'email automation au marketing automation. Également, comprendre l'intérêt du marketing automation au travers de la synchronisation avec le CRM. Enfin, comment on met à jour en fait ces bases de données et vraiment toute cette interaction qui caractérise le marketing automation, comment on le met en valeur. Et enfin, effectivement, les 5 scénarios de la machine invisible, c'est quasiment par ça qu'il faudrait commencer lorsqu'on met en place le marketing automation. C'est quelque chose qui permet déjà de développer son business très, très rapidement. Alors, email automation versus marketing automation. Ça, c'est une question que j'ai souvent, qu'on avait abordée dans le livre Marketing Automation sur la différence. Mais ce n'est pas une opposition. C'est simplement qu'il faut bien comprendre pourquoi l'un est un outil opérationnel, l'email automation. Donc, on parle de Mailchimp, Sendinblue, il y a pas mal de solutions qui sont d'excellentes solutions pour bien démarrer justement et comprendre comment en marketing opérationnel, une stratégie de contenu, comment sur des formulaires, à partir de formulaires ou de choses simples, on peut faire une petite séquence de 1, 2, 3, 4 emails. Mais ensuite, il faut récupérer cette base et puis la réinjecter sur autre chose. Marketing Automation va vraiment nous permettre de travailler en synchronisation avec le CRM, de développer des scénarios et des triggers en bon anglais, c'est-à-dire des scénarios qui vont se déclencher tout seuls et surtout de la segmentation dynamique, avec du scoring et de la segmentation dynamique qui font qu'on va pouvoir commencer des scénarios ou pas, ou sortir un segment pour rentrer sur un autre de manière intelligente, de manière proactive, et également avoir des notifications auprès des personnes concernées dans l'entreprise, on pense aux commerciaux, mais pas que, le SAV, il y a plein d'autres services qui peuvent être concernés par des notifications intéressantes, pertinentes, qui rendent la relation client durable. Alors, les fonctionnalités que vous allez trouver vraiment sur le marketing automation et qui vont différencier les outils d'email automation, c'est le fait d'avoir effectivement cette segmentation, du lead scoring et l'ensemble des campagnes qui vont se répondre et qui en fait vont constituer un asset de votre entreprise comme une machine-outil. À un moment donné, c'est ce qui va permettre de construire une relation client sur l'ensemble des points de contact de votre entreprise. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure avec des scénarios et comment on construit ces scénarios, mais c'est vraiment ce qui va caractériser les fonctionnalités du marketing automation versus un email automation. Ouais, moi, j'insisterai là-dessus. Effectivement, c'est important et on ne s'en rend pas bien compte quand on est responsable marketing et qu'on gère pas mal d'outils. On le voit chez nos clients. Alors, effectivement, parfois, on a Mailchimp, on a une CRM à côté, on gère nos bases de données sur des feuilles Excel. Enfin, ça devient vraiment compliqué. L'intérêt d'avoir un outil de marketing automation, c'est qu'on a vraiment tout en un et qu'on a vraiment quelque chose d'homogène qui permet de structurer sa démarche marketing. Et alors, tout en un peut continuer avec le CRM parce qu'effectivement, si le marketing automation va permettre d'adopter l'ensemble de techniques qui vont améliorer et de focaliser les activités marketing et commerciales, voire SAV ou d'autres services d'entreprise sur la relation client et non pas sur comment accéder aux clients ou comment choisir les gens à qui j'accède, l'objectif, c'est vraiment de créer une relation qui est durable. Alors, avec les prospects, souvent, on nous appelle d'abord pour faire de l'acquisition. Mais moi, je conseille de travailler d'abord la base client, en fait. C'est-à-dire de faire en sorte d'augmenter cette fameuse lifetime value, la valeur du client sur tout mon cycle de vie. C'est-à-dire le faire durer plus longtemps parce que j'ai une belle qualité, une belle relation avec lui. Et puis faire de ce qu'on va appeler de l'upselling, de l'upselling, c'est-à-dire lui vendre des services complémentaires, des choses additionnelles qui vont lui rendre service, en fait, et qui vont augmenter votre panier moyen et qui vont augmenter la fidélisation de vos clients. Et cet argent-là que vous allez générer en plus, soit vous le réinvestissez dans l'acquisition qui coûte finalement très cher, soit vous faites de la marge, mais ça, c'est votre choix en tant que responsable d'entreprise. Et c'est vrai qu'en B2B, souvent, on a des cycles de vente qui sont plus longs qu'en B2C. Et donc, en fait, dépenser beaucoup d'argent sur de l'acquisition, tu as raison, fait qu'on va remplir effectivement un pipeline. Et bien souvent, ce pipeline, il est laissé de côté. C'est-à-dire qu'il est donné aux sales, et puis après, ça s'arrête.
Tout l'intérêt du marketing automation, c'est justement de garder cette relation avec le client sur des cycles de vente qui sont longs. Et on voit bien régulièrement des gens qui vont nous rappeler 2 mois, 3 mois, 4 mois après, parce qu'on a réussi à garder une relation grâce à cet outil. Et en plus, le bénéfice pour les différents services, c'est que le marketing va faire moins de tâches répétitives qui ne sont pas ce qui est de plus plaisant pour ce service. Les commerciaux vont récupérer des leads chauds. Chez nous, mais chez beaucoup de nos clients, c'est presque 40% des leads chauds qui sont traités et qui sont signés. Donc, c'est énorme par rapport à ce que j'ai pu connaître ou ce qu'on a pu connaître avec Nicolas au début de nos carrières respectives, où ça devait être tourné autour du 1%. Et puis enfin, de toute façon, là où vous voyez le résultat de ce que vous produisez, c'est quand finalement vos prospects, vos clients vous disent « Ah ben vous tombez bien » lorsque des gens de votre entreprise sont contactés, c'est-à-dire qu'ils sont contactés effectivement au bon moment. Et ce bon moment, en fait, c'est ce qu'apporte vraiment le marketing automation, qui permet de faire de la segmentation automatique, qui permet de faire du scoring, c'est-à-dire de repérer la qualité, la maturité et la montée en chaleur de l'intérêt des gens pour passer à l'action avec vous. C'est ce qui fait que vous allez avoir des effets de rebond bien inférieurs à ce que vous faites avec de l'emailing de masse ou de l'emailing, de l'email automation, où vous avez des taux de rebond qui sont assez énormes, alors qu'en nourrissant la relation avec des envois qui sont parfaitement ciblés, vous arrivez à avoir des taux qui vont de 40 à 98% de taux d'ouverture, de taux de clic derrière, parce que vous envoyez un message qui est pertinent et qui rend service. Et vous avez une solution avec le marketing automation et le CRM. Vous avez deux choix. Soit vous choisissez des solutions distinctes parce que vous avez des besoins métiers ou tout simplement vous avez un legacy, un historique qui fait que vous avez déjà un CRM qui est bien fourni, riche et utile et bien paramétré. Ou vous pouvez choisir des solutions tout en une. C'est pour ça qu'on a sorti une Web Mechanic Pipeline en plus d'une Web Mechanic Automation au début de cette année. Certains clients souhaitent avoir quelque chose qui est déjà pré-synchronisé, pré-automatisé dans la solution. Donc, il y a des solutions comme Spot, ActiveCampaign, maintenant Web Mechanic, qui répondent à ce besoin-là. Et peut-être, enfin, je ne sais pas ta vision, mais en tout cas, moi, la partie marketing automation, c'est vraiment un outil dédié pour le marketing, tandis que la CRM, c'est vraiment un outil pour gérer ses clients, pour gérer ses opportunités, pour gérer ses clients actuels. Et ce sont deux outils qui sont vraiment complémentaires. Il y a toute une partie sur laquelle on va faire de l'acquisition, on va faire du nurturing, jusqu'à amener des leads chauds aux commerciaux. Et une fois qu'ils sont passés dans la CRM, ils peuvent être traités dans la CRM, devenir client et gérer toute la vie du client dans la CRM. Ce sont des outils qui sont complémentaires et l'intérêt, c'est très bien que vous ajoutiez ces parties CRM parce qu'on a vraiment un outil qui est vraiment all-in-one et ça peut être vraiment intéressant pour les clients. Oui, moi je baptisé ça en disant le CRM, c'est vraiment toute la donnée historique pouvant dater d'il y a une demi-seconde. Si je suis, on parlait de B2B, mais on peut parler par exemple en tant que consommateur de panier d'achat, je viens d'acquérir quelque chose en ligne sur un site e-commerce, en B2B ou en B2C, eh bien je peux sortir d'un segment pour rentrer dans un autre. Typiquement, pour rentrer dans un segment d'upselling ou d'adselling par rapport au produit. Si je viens d'acheter ce produit-là et qu'il y a une campagne de promo qui doit partir dans quelques minutes, je vais sortir du segment de la promo. Mais en revanche, je vais rentrer sur un trigger automatique qui va me faire vendre, qui va me proposer éventuellement une assurance ou la coque pour ma moto parce qu'en plus, j'appartiens à un segment, on sait que j'ai une moto, donc potentiellement, je peux être intéressé par cette coque. Donc voilà, l'intérêt pour moi, le CRM, c'est vraiment la data historique et le marketing automation, ça va être la data comportementale. Donc, je segmente comme ça, enfin, c'est une vision qu'on a chez nous. Alors, un point intéressant, c'est comment on crée les campagnes. En fait, on a toujours à peu près la même approche. C'est de bien définir à qui vous vous adressez. Et c'est comme quand on écrit un contenu, un content marketing, vous vous adressez qu'à un seul persona, jamais à deux. Si vous vous apercevez que vous écrivez pour deux, c'est qu'en fait, vous devez faire 2 articles. Et bien là, c'est pareil, c'est que vous devez faire 2 campagnes. Peut-être 2 campagnes qui vont être clonées, mais qui vont être clonées avec un contenu qui va être légèrement différent. Parce que 2 personas, c'est forcément des gens qui sont en attente de quelque chose de différent. Peut-être que le résultat sera le même et que la façon de leur parler sera différente, ou le canal utilisé sera différent, ou voilà, il y aura des variantes. Donc, à chaque fois, je m'adresse un persona que j'ai ciblé, que j'ai segmenté. Oui, je te coupe, je donne un exemple, par exemple, sur la partie IT qu'on connaît bien. Tu peux avoir différents personnages, c'est-à-dire si tu vas t'adresser à des grands comptes, tu vas vraiment être sur des DSI ou des gens qui sont des responsables sécurité, donc des gens qui ont une fonction particulière.
Si tu vas sur du big market, tu vas t'adresser à des petites équipes sur lesquelles, là, on va avoir un DSI avec une équipe de 3-4 personnes. Et là, on va s'adresser au DSI ou à l'IT manager. Et sur des boîtes qui sont plus petites, on va s'adresser au CEO. Et donc, les préoccupations ne sont pas du tout les mêmes et les attentes en termes de contenu sont vraiment pas du tout les mêmes. Exact. Et le deuxième point, c'est de déterminer votre objectif. Votre objectif, ce n'est pas forcément vendre, hein. Ça peut être inscription en webinar, ça peut être, nous par exemple, quand on pousse les gens vers une démo, avant, on a tendance, surtout des gens qu'on ne connaît pas, hein, des prospects, et on veut qualifier leur degré de maturité, donc on les pousse d'abord sur une sorte de squeeze questionnaire qui leur permet d'évaluer ce qu'ils ont déjà en termes d'inbound, voilà, s'ils ont décrit des contenus, est-ce qu'ils ont des ressources, voilà, pour valider que le marketing automation est bien quelque chose sur lequel ils sont prêts à pouvoir investir et sur lequel il y a une marge de progression intéressante. Et une fois qu'on a défini à qui je m'adresse et vers quoi je veux les faire aller, eh bien, je vais définir les différentes étapes par lesquelles je vais les faire passer. Et une fois que j'ai les étapes, eh bien, je vais créer les contenus, donc des contenus que je vais réutiliser, des contenus que j'ai déjà par ailleurs, ou des contenus que je vais créer spécifiquement pour l'événement. Donc, ce contenu, ça peut être des livres blancs, ça peut être un article de blog, ça peut être des emails spécifiques, des formulaires, des landing pages. Enfin, voilà, vous connaissez déjà un petit peu toute la palette de contenu disponible. J'ai oublié les vidéos. Les contenus, effectivement, c'est l'essence même du marketing automation, c'est l'essence même du marketing. Et bien souvent, on voit que la difficulté que rencontre le client, c'est d'arriver à définir le bon contenu pour la bonne étape. Sur les 3 étapes qui s'appellent l'awareness, la considération de la décision, et on fait le lien avec les personnages, c'est-à-dire que des gens sur les DSI qui vont être des gens qui sont très matures déjà, faire du contenu de awareness, c'est pas forcément intéressant. En revanche, faire du contenu de considération, leur montrer quelles sont les différentes possibilités sur le marché, faire des contenus de décision, ça, c'est des choses qui vont les intéresser. Donc, adapter le contenu à ces scénarios, c'est vraiment un enjeu de contenu vraiment important et qui permet d'être pertinent et d'arriver à démontrer son expertise et son autorité. Et ce qui n'est pas évident, c'est de tenir ce discours justement sur le multicanal, sur différents produits, sur différents supports, voire difficultés supplémentaires lorsque vous avez des réseaux de partenaires ou de distributeurs par exemple, des franchisés, des choses comme ça. C'est pas si évident que ça de tenir un discours qui soit cohérent dans le temps. Et puis, un deuxième enjeu, c'est l'enjeu de personnalisation, c'est-à-dire d'intervenir vraiment au bon moment. Hein, donc, encore une fois, on est loin de juste la séquence d'emails à partir d'un formulaire. On est mélangé à des éléments de segmentation, de maturité, donc de scoring. Qu'est-ce qu'ont fait les gens avant? Mais le avant, ça peut être il y a 2 ans, hein, de pouvoir être en contact avec des gens depuis plusieurs années. Les gens se réveillent à un moment donné sur un nouveau sujet ou sur un sujet similaire. Est-ce que ça a de l'intérêt? Quand je vous disais que les commerciaux signaient 40% des lead shows qu'on leur présentait, dans les 60% qui restent, il y en a la moitié qui parle à la concurrence, c'est normal, c'est le jeu, mais il y en a une moitié qui n'est pas encore assez mature pour vraiment faire un choix et qui ne fait pas encore de choix. Et bien, ces gens-là, on va personnaliser cette relation pour qu'ils signent dans 6 mois, 18 mois. Et on re-signe des gens 15 à 20% des contacts initiaux qui n'ont pas signé à ce moment-là, on les re-signe 6 à 18 mois plus tard grâce à cette personnalisation. Et puis enfin, il y a des enjeux de disponibilité. Aujourd'hui, vous attendez à ce que vous puissiez aller télécharger une facture à 3 heures du matin si vous en avez besoin. Alors, une facture, un point de SAV, la formation Web Mécanique Academy à 2 heures du matin, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le font, mais en tout cas, c'est disponible. Donc, cet enjeu de disponibilité est également extrêmement important sur tous les points de contact de vos clients. Et tout ça va renforcer la confiance. Donc, tous ces petits points que vous allez gagner au fur et à mesure et qui font que j'ai envie de continuer avec votre entreprise, avec vos services, avec vos produits, avec vos collaborateurs. Et on pourrait même rajouter un enjeu de pression marketing. Parce qu'aujourd'hui, ne pas avoir d'outils et avoir des campagnes marketing régulières sur l'ensemble de sa base, et ben ça, on donne effectivement une image négative de sa société. Et donc, la segmentation, la personnalisation permettent justement de limiter cette pression marketing et de donner une meilleure image de sa société. Alors, petit slide sur... Ouais, excusez-moi. Juste, si je vous propose de rescanner, si vous ne l'avez pas encore fait, ce petit QR code qui va vous donner accès à une application sur laquelle vous allez pouvoir poser vos questions. Puis, il y a aussi un petit quiz sur lequel on va vous poser une question sur, effectivement, est-ce que vous avez des enjeux autour du marketing automation aujourd'hui. Et moi, ça me repasse la parole. Très bien. Alors, comment ça se déploie tout ça? Et en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fait, le marketing automation va vraiment vous permettre de traiter tous les signaux faibles dont vous avez besoin pour justement apporter cette bonne information. Imaginez
que vous soyez tombé en panne au bord de l'autoroute, ce serait merveilleux que votre assureur ne vous appelle pas à ce moment-là juste pour vous demander si vous avez bien un contrat d'assurance adapté pour vos 3 enfants, mais bien qu'il puisse lancer éventuellement les secours et qu'il vous appelle juste pour savoir si tout le monde est en sécurité de l'autre côté de la barrière. Voilà, donc ça serait un monde un peu idéal du marketing, mais c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Sur un outil de marketing automation, vous allez avoir à la fois le multicanal, tout ce qui va vous permettre de communiquer, c'est-à-dire de l'email, du SMS, les pop-ins, le suivi social, mais également tous les composants, toutes les ressources, tous les documents que vous allez pouvoir mettre à disposition dans ces différents moments, que ce puisse être des PDF, des landing pages, des vidéos ou toute autre chose. Donc, on retrouve évidemment l'email, 98% du marketing automation, ça reste de l'email aujourd'hui, et la délivrabilité, quelque chose d'extrêmement importante. Et puis, sur la forme, évidemment, d'avoir un excellent email builder qui vous permet de tout personnaliser, pas uniquement le champ du prénom, mais également même les contenus à l'intérieur de vos emails, voire même mettre des vidéos à l'intérieur de votre email. Les pop-ins marchent très très bien. Alors, les pop-ins, c'est contrairement aux pop-up qui vont s'afficher, qui sont plus publicitaires et liés aux cookies tiers d'ailleurs, qui vont tendre à disparaître, qui ont fait la fortune de Criteo, mais plus pour longtemps. En revanche, les pop-ins, c'est ce qui vous appartient. C'est des contenus qui vont venir s'afficher sur vos contenus, donc sur vos sites de préférence, et qui peuvent être adaptés en fonction du segment auquel appartiennent les visiteurs. Donc, visiteurs inconnus, visiteurs partenaires, visiteurs clients, prospects, et vous pouvez adapter pour les inviter à passer à l'action. Et ça, c'est des choses qui marchent très, très bien et qui rentabilisent bien votre SEO et votre SEA. Vous allez avoir également la vidéo. La vidéo, il y a 2 choses intéressantes à dire sur la vidéo. C'est que vous pouvez mettre des formulaires à l'intérieur de vos vidéos pour aller capturer de l'information avec des formulaires dynamiques. Les formulaires dynamiques, ça aussi, c'est une caractéristique quand même du marketing automation qui va vous permettre d'aller demander de l'information complémentaire que vous n'avez pas encore. Vous ne redemandez pas une deuxième fois le prénom, le nom, l'email, ça saoule tout le monde. Et vous allez demander peut-être alors, le numéro de téléphone, la géographie, le poste. Voilà. Et vous ne posez plus qu'une seule question puisque vous avez déjà les réponses aux autres. Et enfin, tous les livres blancs, tout ce que vous allez pouvoir mettre à disposition, les checklists, ça marche super bien les checklists. Si vous êtes dans un domaine, en général, d'aider les gens, je ne sais pas, nous, par exemple, on met à disposition dans nos checklists sur comment fabriquer ces personas. Donc, vous avez tout le modèle, tout ce qui va bien, des différents modèles de présentation, ou bien tout simplement comment mettre en place un appel d'offres sur des outils de marketing automation. Donc, toutes les questions à se poser, elles sont déjà toutes listées. Vous n'avez plus qu'à choisir les vôtres, celles qui sont pertinentes pour votre entreprise. Ça, les checklists, posez-vous la question de quoi ont besoin vos clients, en fait, comment vous pouvez les aider avec des checklists utiles. Ça, c'est super pratique. Ça marche très bien. Et ces contenus, effectivement, qui peuvent être différents parce qu'on a des contenus qui sont faits pour l'awareness, considération, décision. Et donc, on peut déclencher derrière des scénarios qui sont vraiment spécifiques. Si quelqu'un vient télécharger chez nous, par exemple, un guide sur les personas, eh ben, on sait qu'il va être intéressé par ça. Et je peux derrière déclencher un scénario spécifique sur les personas. Donc, on a des emails qui vont être personnalisés par la personne et qui vont l'intéresser. Il va revenir sur le site. On va pouvoir augmenter son scoring et on va avoir des leads qui vont être de plus en plus chauds pour pouvoir les passer aux commerciaux à un certain moment. Donc, la stratégie de contenu est vraiment importante dans une stratégie de marketing automation. Alors, pensez bien au fait que c'est une plateforme marketing automation intègre tout, l'emailing, le SMS, les workflows, l'email builder. L'intérêt, et voire même le CRM, pour les solutions vraiment tout intégrées que j'ai citées tout à l'heure. Mais en fait, c'est aussi une question de performance. Évidemment, ça va vous simplifier vos abonnements, ça va vous simplifier votre stack marketing. Mais même en termes de performance, de pure performance logicielle, c'est bien meilleur. Pourquoi? Parce que marketing automation, c'est beaucoup de workflow quand même, c'est-à-dire de if, then else, de segmentation, de segments qui vont bouger, il y a beaucoup d'actions. Et en fait, moins vous faites appel à des ressources extérieures, et plus les performances seront meilleures. Donc, pensez aussi à cet aspect-là qui peut avoir son importance pour apporter de la fluidité, de la performance de votre stack marketing.
Les interactions entre le CRM, donc le marketing automation, donc vraiment la base historique et la base comportementale, eh bien, ça fait l'objet d'un audit d'ailleurs, hein, de comment on synchronise les différents champs. Faites bien attention à ça. Prenez un peu le temps de cette étape-là, parce que sinon on pollue ses bases. Et à l'inverse, quand on le fait bien, ben, en fait, on synchronise des bases et ça vous permet d'avoir des bases CRM notamment qui sont qualifiées en permanence. Quand je dis 100% de la base qualifiée en permanence, ça veut dire que même les 20 ou 30% qui ne sont peut-être pas qualifiés, ben, vous le savez. Donc ça veut dire que vous ne faites pas partir des choses dessus. Vous attendez que ce soit qualifié. Notamment l'opt-in et le double opt-in sont des outils très, très intéressants pour qualifier des bases, notamment en B2B, où les adresses email changent très vite. En fait, tous les 18 mois, nous dit LinkedIn, les gens changent de poste, donc changent d'adresse email. Donc, c'est à la fois un risque d'avoir des bases qui sont plus à jour, mais c'est aussi une opportunité parce que si vous savez le détecter en signal faible, eh bien, si vous savez par ailleurs que la personne appartient dans un segment ambassadeur, par exemple, c'est une nouvelle opportunité commerciale qui s'ouvre pour vous. Et puis, il y a toute la partie conformité aussi. C'est-à-dire que avoir toute sa base au même endroit et savoir qu'on est conforme à la partie RGPD, c'est quand même mieux que gérer X listes sur Mailchimp, avoir des listes sur des feuilles Excel sur lesquelles on va faire des campagnes push de temps en temps. Ça, c'est quelque chose qui est important, notamment sur des sociétés qui commencent à grossir. Quand on est 2-3 personnes, on arrive à gérer. Mais quand on connaît des boîtes sur lesquelles on commence à avoir 30, 40, 50 personnes, beaucoup de commerciaux, plusieurs personnes au marketing, ça commence à devenir vraiment compliqué. Exactement. Et pour illustrer ça, quelque chose qu'on vit régulièrement, par exemple, c'est de dire, voilà, de manière comportementale, sur le marketing automation, donc là on est sur une illustration de marketing automation, on va repérer que telle société et telle personne dans la société, mais on peut repérer aussi des gens dans la société qu'on ne connaît pas encore, dont on n'a pas le nom et le prénom, mais juste l'adresse IP, par exemple. Hein, il y a 25 à 30% des entreprises dont on repère les noms des serveurs. Sinon, c'est des FAI, donc là on les écarte. Mais voilà, vous pouvez vous apercevoir que BNP Paribas, tout d'un coup, se connecte. Il y a 10 personnes qui se connectent à votre site pour regarder tel type de contenu, ça veut dire qu'il y a une réunion, il y a un projet, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. Donc là, par exemple, on a Luc de Self-Host SA qui s'intéresse tout d'un coup à la synchronisation entre Web Mechanic Automation et l'outil de webinaire Livestorm, qui est un partenaire depuis septembre dernier avec une belle synchro native. Eh bien, ça veut dire que derrière, dans mon CRM, je vais faire d'abord, si c'est un nouveau contact, je vais l'ajouter dans mes contacts de mon CRM. Bon, là, ce n'était pas le cas, mais imaginons que ça le soit. Deux, je vais peut-être créer une opportunité commerciale pour, imaginons que je vends de la synchro, que j'ai du service autour de cet audit de synchronisation. Eh bien, je vais créer une opportunité commerciale. Et puis, troisièmement, je vais créer une action qui va dire à mon commercial, d'abord, je vais déterminer que ce compte-là appartient à tel commercial. Donc, ça, c'est dans Automation et dans le CRM. Et donc, je vais faire une notification qui va lui permettre le matin de dire, tiens, il faut que je l'appelle, que j'organise un déjeuner ou que j'organise une visio avec cette personne. Donc, ça, c'est quand même l'intérêt de la synchronisation et de l'automatisation de l'ensemble du process et de l'ensemble de la stack. Voilà, donc encore une fois, je vous demande si vous voulez bien scanner le QR code et poser vos questions. Ça va nous permettre de répondre dans quelques minutes. Alors justement, les fameux scénarios qu'on vous a promis en tout début de ce webinaire, c'est les scénarios de la machine à vendre invisible. En fait, c'est ce qui rend, c'est par ça que je vous propose de commencer, parce que ça, vous pouvez l'appliquer à la fois sur votre base installée de clients, sur des opportunités d'upselling, d'upselling ou autres, mais également sur vos prospects nouveaux. Donc, c'est finalement ce qui veut permettre de démarrer le marketing automation. Alors ça, c'est des scénarios qui sont dans le fameux livre du marketing automation qu'on avait coécrit avec Gabriel Debeschebel. Et c'est en fait 5 scénarios trigger qui vont venir s'appliquer au sein d'une même stratégie globale. Donc, vous avez tout ce qui est endoctrinement. Ça, s'il n'y avait que ça, vous pourriez presque le faire justement en email automation. Mais heureusement, justement, c'est l'ensemble de cette stratégie qui nécessite d'avoir à la fois une synchronisation CRM pour savoir si c'est prospect, client, comment on réagit au premier scénario, les gens. Mais cette étape-là, ça va être souvent une étape où, en fait, théorie de l'engagement, j'engage peu et puis j'engage un petit peu plus à chaque fois. Mais je vais parler de choses méta, de choses un peu génériques sur l'intérêt de faire quelque chose et ensuite pourquoi le faire avec nous.
Et ça va permettre d'engager les gens sur des contenus à faible engagement, mais qui permettent de cerner l'intérêt, la maturité de vos contacts sur un sujet. Encore une fois, ça peut s'appliquer à vos clients existants quand vous les engagez sur un nouveau sujet. Par exemple, nous, lorsqu'on a sorti Web Mechanic Academy de formation en ligne 24/7, eh bien, c'était intéressant d'avoir à nouveau une logique d'endoctrinement sur nos clients existants pour les faire basculer sur Web Mechanic Academy, même s'ils avaient déjà eu des formations, mais parfois il y a 1 an, 2 ans, 3 ans auparavant. Mais même au-delà de ça, on le voit, hein, quelle est la stratégie classique quand on va faire du contenu? C'est-à-dire qu'on va faire des articles de blog qui vont être trouvés sur une page Internet. Donc, les gens vont taper une recherche, ils vont arriver chez vous sur un seul article de blog, ils ne savent pas qui vous êtes, le contenu va les intéresser, peut-être qu'ils vont aller plus loin, qu'ils vont télécharger une checklist, un e-book, un livre blanc, ils vont recevoir votre contenu, mais ils ne sauront toujours pas qui vous êtes. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est un scénario. Alors, le scénario d'endoctrinement, c'est un terme un peu particulier, mais moi, j'appellerais ça plutôt un scénario de branding sur lequel, sur 1 ou 2 emails, vous allez pouvoir présenter votre société et les enjeux auxquels vous répondez. Deuxième niveau, mais encore une fois, ça fait partie de la même stratégie, c'est l'engagement. C'est-à-dire que si vous avez déterminé à un moment donné un niveau d'intérêt et de maturité sur le sujet suffisant, eh bien, vous allez commencer à engager les gens pour qu'ils viennent à vous, pour préparer le terrain justement du commercial. C'est ce qui fait qu'il y a des taux de transformation si élevés, c'est que quand on est à la fin de cette étape-là, on est sûr d'avoir des contacts qui ont un intérêt fort pour avoir un rendez-vous, pour avoir une démo, pour avoir une étape déjà beaucoup plus impliquante, engageante, qui prend un petit peu plus de temps. Et là, de cette étape-là, encore une fois, c'est une étape sur laquelle on doit avoir à peu près un quart de taux de transformation, ce qui est beaucoup, hein, ce qui est assez énorme sur des prises de rendez-vous d'une manière ou d'une autre. Là, c'est super important d'avoir une synchronisation CRM parce qu'il faut savoir d'abord l'alimenter et ensuite savoir s'il y a déjà un historique ou pas entre l'entreprise et ce contact. Troisième point, niveau scénario, pardon, ou trigger de la machine invisible, c'est justement de pouvoir augmenter le panier moyen lorsque l'on a fait une première vente ou lorsqu'on travaille sur sa base client. Comment on fait de l'upsell, du cross-sell, de l'upselling. C'est-à-dire comment on arrive à avoir une proposition qui est contextualisée et en rapport avec ce qu'on connaît de l'historique de la personne, ou de l'entreprise, enfin, et où, par rapport à ce qu'on a sur le CRM. Donc, encore une fois, on va parler de panier d'achat, même si on est en B2B, hein, on a un historique d'acquisition. Nous, dans le logiciel, on sait que la personne a des abonnements à tel ou tel logiciel, depuis combien de temps, est-ce que la base installée a augmenté, est-ce qu'il y a des services complémentaires qui ont été souscrits ou pas, et c'est ce qui va nous permettre derrière, et éventuellement, de proposer effectivement l'abonnement à Web Mechanic Academy, par exemple, en plus de Web Mechanic Automation, et puis demain, éventuellement, Pipeline, si on a certaines autres infos, par exemple, notamment quels sont les CRM qui sont utilisés au sein de l'entreprise actuellement. Et ça va permettre vraiment d'augmenter la lifetime value, donc la valeur du client dans le temps où il est client avec vous, et d'augmenter le chiffre d'affaires sur la base existante. Donc ça, c'est quand même super important parce que c'est comment je valorise, et c'est quelque chose, on a 7 fois plus de chances de convertir un client existant que de convertir un client, un prospect que je ne connais pas encore. Donc c'est, à mon avis, un point hyper important dans l'investissement, avec des contenus parfaitement adaptés, bien sûr. Les étapes de segmentation sont des étapes également de la machine invisible, c'est-à-dire que c'est comment je qualifie et je requalifie l'intérêt de mes contacts sur des sujets, sur des thématiques. Et donc là, il faut effectivement que j'ai des contenus qui sont des contenus explicatifs, des contenus, par exemple, le livre blanc. Je ne sais pas si je suis un industriel dans le décolletage, il y en a pas mal dans nos régions autour d'Annecy, mais pas que. Eh bien, ça peut être très intéressant de comment choisir son décolleteur ou comment bien travailler avec son décolleteur, ou les 20 questions qu'il faut poser, c'est peut-être beaucoup 20, mais à votre décolleteur avant de le choisir ou avant d'en changer. Donc ça, c'est des questions en fait que vous savez que vos contacts se posent. Ce sont des contenus qui sont engageants et qui vont vous permettre de déterminer justement un niveau d'intérêt et de maturité de vos clients sur tel ou tel sujet.
Nous, par exemple, sur les contenus, typiquement, sur les checklists dont je parlais tout à l'heure, des checklists sur les personas ou ou tout simplement sur comment mener son appel d'offres sur une solution de marketing automation. Demain, on fait la même chose sur le CRM. On peut la pousser à nos clients existants sur marketing automation. Ça nous montrera ceux qui ont un intérêt ou qui se posent la question de changer éventuellement de CRM et sur lesquels on aura intérêt derrière à passer sur le trigger précédent qui est l'engagement pour un rendez-vous. Alors ça, c'est toute la segmentation, on va dire, commerciale pour vendre. Mais nous, on fait aussi pas mal de segmentation sur les clients, par exemple, qui ne sont pas venus vous voir depuis 3 mois ou 6 mois. Donc, c'est des gens que vous pouvez relancer, tout ce qui va être les email bounce, etc., sur lesquels vous allez pouvoir nettoyer votre base de données. Donc, il y a pas mal de scénarios d'hygiène aussi, et puis des scénarios administratifs qu'on peut mettre en place en back-office, dont on ne parle pas là, mais qui sont aussi importants pour la vie courante du responsable marketing. Oui, et tout ça va permettre de qualifier la base de données CRM. Encore une fois, le marketing automation va vous permettre par le comportement de qualifier la base de données CRM. Et encore une fois, l'opt-in et le double opt-in qui ne sont pas obligatoires en B2B d'après le RGPD, uniquement pour le B2C. Mais moi, je vous conseille de le faire pour la raison que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est que comme les gens ont changé de poste à peu près tous les 18 mois en moyenne avec quelques écarts types, eh bien, c'est l'occasion, tous les 18 mois par exemple, quand les gens ont une interaction avec vos contenus, de leur reproposer un opt-in, c'est-à-dire un consentement à recevoir vos contenus, éventuellement requalifier quel intérêt, quelle fréquence, donc ça s'appelle le centre de préférence, mais aussi le double opt-in, c'est-à-dire vérifier l'adresse email, et encore une fois, qui va pouvoir déclencher éventuellement des triggers si les gens ont changé d'entreprise. Et sur la segmentation, juste pour terminer, il y a aussi la possibilité de faire de l'enrichissement de bases de données. Il y a des pays qui sont ouvertes chez Webmecanic. Il y a une question justement là-dessus. Ça permet d'enrichir sa base de données avec des données sirènes, des données de gens qui gèrent des bases de données. Compass, j'en sais rien, enfin, il y en a pas mal. Et donc ça permet de segmenter derrière. Nous, par exemple, on segmente. Nous, on s'adresse à des gens qui sont dans l'IT, des éditeurs, des constructeurs, des ESN. En enrichissant avec le SIRET de la société, on arrive à mieux taguer et mieux déterminer qui, dans notre base de données, à qui on doit s'adresser. Et enfin, dernier scénario, ou dernier trigger de l'ensemble de ces stratégies de la machine invisible, c'est le réengagement. Et ça, le réengagement, vous pouvez le faire régulièrement. Les gens qui ont été engagés sur quelque chose, mais qui se sont désengagés, ce n'était pas le bon moment, ils ont été occupés par autre chose, eh bien, c'est comment leur proposer de revenir sur le sujet. Et ça va permettre tout simplement de mettre à jour automatiquement dans votre CRM l'intérêt des gens sur un lead, sur une nouvelle opportunité. Et c'est une forme de question de confiance. Quand je dis question de confiance, c'est simplement valider qu'on va pouvoir passer à autre chose derrière ou pas. Et puis, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On arrête la pression de communication dont tu parlais tout à l'heure, Nicolas, et on attend une autre action, une autre interaction pour partir sur notre trigger. Et si les gens réagissent positivement, eh bien, on avait bien fait. Et à ce moment-là, on va pouvoir engager le trigger justement d'engagement sur des mois, rendez-vous, enfin quelque chose de plus engageant. La question de réengagement, la question de confiance, en fait, on a très, très peu d'opt-out là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire à tous les moments, à tous les moments clés de vos cycles de vie avec vos clients. Alors tout ça, toute cette machine invisible, comme vous la mettez en place, encore une fois, je reviens sur ce message, ça va vraiment vous permettre de traiter une masse de signaux faibles qui interviennent à tout moment. Encore une fois, ce n'est pas juste une campagne un peu push à partir d'un formulaire, ce n'est pas juste une séquence de 2-3 emails suite à un événement, c'est vraiment quelque chose qui va fonctionner 24/7 sur tout le cycle de vie de vos clients, sur les plusieurs cycles de vie d'ailleurs, de vos prospects et de vos clients, et qui vont vous permettre d'automatiser des mécanismes qui vont permettre d'engager, de réengager, de qualifier, de segmenter, de scorer, et qui vont permettre d'enrichir à 100% d'avoir une base de données fiable à 100% de votre CRM à tout moment. Donc moi, je vous engage vraiment, en tout cas, c'est très bien si vous avez pu démarrer sur de l'email automation avec Mailchimp, Sendinblue, des solutions de ce genre-là, mais de réfléchir à de quoi vous avez besoin demain pour automatiser, apporter de la valeur à votre entreprise et même apporter de la valeur, tout simplement. La valorisation de votre entreprise, c'est un asset. Comme les machines-outils dans l'industrie, ça permet de traiter des séries plus longues, avec une qualité constante, et ça permet de focaliser toutes vos équipes sur la relation client, sur ce qui est vraiment leur métier. Et je suis persuadé d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec nos clients, qu'en plus, ils gardent plus longtemps leurs collaborateurs. On a de plus en plus de métiers pénuriques dans nos métiers autour de la vente, autour du marketing, autour même du SAV ou d'autres fonctions. Eh bien, puisque ces collaborateurs vont avoir
une fonction qui est parfaitement utile et s'adresser qu'à des gens qui ont des vrais besoins au moment où ils s'adressent à eux, ça fait rester plus longtemps dans l'entreprise. Et ça, c'est aussi un point important. C'est un effet qui se coule assez important. Ça donne de l'intérêt justement au travail du marketing parce qu'on s'attelle à des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée. Quel contenu je vais créer, quels sont mes personas, ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes quand on fait du marketing et pas simplement d'envoyer des campagnes. Pour parler des signaux, pour illustrer, par exemple, vous êtes en contact avec une société, vous faites un deal, mais ça prend longtemps, voilà, vous avez un cycle de vente qui est long. Si vous avez un signal qui vous dit que cette personne revient sur votre site internet, et que vous pouvez automatiquement envoyer un email au commercial en lui disant tiens, il y a monsieur Intel avec qui tu es en discussion sur tel deal qui est revenu sur le site, c'est un véritable impact commercial parce qu'on peut prendre contact directement avec cette personne-là à ce moment-là. Exactement. Eh ben, on est arrivé au bout de ce webinaire. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et votre intérêt. On était plus de 40, en tout cas, tout au long de cette présentation. Et on a presque tenu le timing. Hein. Bravo, félicitations. Tu es vraiment bon. Nicolas, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors il y a quelques questions. Première question, comment fonctionne l'interopérabilité entre le CRM et le marketing automation? Grosso modo, comment je vais connecter mon CRM avec mon marketing automation? Alors, d'abord, si ce sont deux solutions différentes, je veux dire, de différents éditeurs qui ne sont pas déjà pré-synchronisés, pré-intégrés, il y aura un travail avec les API, connecter les API entre elles, Application Programming Interface. C'est ce qui permet aux logiciels, maintenant tous les logiciels ont tous les SaaS en tout cas ont des API ouvertes. Les éditeurs en général, comme Webmecanic par exemple, nous avons fait ce travail en fait avec les principaux CRM du marché qui sont Salesforce CRM, HubSpot CRM, Pipedrive, etc. Et en général, on travaille tous comme ça. Livestorm, il n'y a pas que les CRM d'ailleurs, il y a des mini CRM qui sont à l'intérieur de logiciels comme des outils de webinar ou des ERP ou des outils RH pour faire de l'inbound recruiting, des choses comme ça. Donc, on pré-travaille. Vous avez sur notre site par exemple la liste de toutes ces synchros. Et ensuite, le deuxième travail, c'est vraiment de faire un audit CRM qui va vous permettre de dire, OK, c'est quel champ que je veux connecter entre eux, voir quel champ je crée dans les deux outils et dans quel sens je veux que la mise à jour se fasse. Donc, ça peut se mettre dans un sens unidirectionnel, marketing automation vers le CRM ou du CRM vers le marketing automation, ou bidirectionnel. Ça va dépendre des cas. En tout cas, c'est un sujet très important parce que quand c'est bien fait, ça permet vraiment d'alimenter, de synchroniser. Et par exemple, une chose tout simple, on n'a pas parlé là, mais dans votre CRM, quand vous passez quelqu'un sur le champ client, oui, non, quand vous le passez de non à oui, eh bien, ça va démarrer un scénario d'onboarding, par exemple, dans le marketing automation. Donc, d'où l'intérêt de cette synchronisation qui va permettre de démarrer des triggers automatiques qui vont avoir une qualité de service incroyable. L'onboarding, c'est un message de Nicolas, par exemple, qui vous dit « Félicitations, vous faites bien de travailler avec IANU. Voilà ce qui va se passer maintenant. Prenez rendez-vous avec un chef de projet automatiquement pour discuter justement de comment on va démarrer le travail ensemble. » Voilà, c'est tout simple, mais c'est fluide. On sait que c'est un robot qui l'a envoyé, mais ce n'est pas grave. C'est comme le SMS. Lorsque vous avez commandé votre billet TGV avec la SNCF, vous recevez bien un SMS pour vous dire « Le train part demain » ou pas d'ailleurs. Vous avez un bus. Mais vous avez l'information et bien avant, et c'est à vous qu'elle est envoyée. Alors, autre question, et c'est lié, c'est tous les acteurs proposent-ils aujourd'hui des API ouvertes? Moi, je le vois par exemple sur ActiveCampaign. Effectivement, il y a une API, ce n'est pas forcément toujours très simple à utiliser. Donc, on va s'appuyer sur des outils comme Zapier qui permettent effectivement de connecter, mais on n'a pas forcément tous les triggers, ce n'est pas forcément parfait. Alors, je ne sais pas ce qu'il en a de Webmecanic au niveau des API. Et peut-être tu peux dire un mot sur Mautic, le fait que c'est un outil open source. Pour vous appuyer sur un outil open source qui est un outil mondial et sur lequel vous êtes un acteur majeur, vous, en France. Oui, effectivement, on a intégré Mautic et on a fait du multi-instance, on a fait une nouvelle email builder, on a fait tas de choses comme ça. On le met surtout en disponible en SaaS. Et ça permet aussi, on est contributeur à plus de 50% du code et ça permet de bénéficier aussi du travail et des apports de l'ensemble de la communauté. Je donne juste un exemple qui est, par exemple, le logiciel est disponible en 23 langues, dont le russe ou le chinois simplifié. On n'a pas de clients en Russie, on n'a pas de clients en Chine, mais voilà, c'est disponible. Donc, c'est pareil sur les fonctionnalités, c'est pareil sur les synchronisations, les intégrations avec des logiciels qui peut être parfois très confidentiel, donc on n'a pas d'intérêt à le faire nous, mais d'autres acteurs ont des intérêts à le faire. Et en revanche, nous, on a travaillé un certain nombre de synchronisations natives qu'on a mis aussi à disposition de la communauté. Un point important,
c'est qu'effectivement, en général, les SaaS ont des API ouvertes. Ce n'est pas forcément simple à utiliser, mais en général, si vous choisissez par exemple des logiciels en général, on a tous des marketplaces sur lesquels on a les logiciels avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et en fait, c'est les logiciels du marché les plus courants, c'est les synchronisations qui sont plus couramment demandées par les clients existants. Et donc aujourd'hui, ces pratiques-là, en tout cas, checker que votre éditeur que vous allez choisir a bien une marketplace ou des synchronisations déjà prévues avec les solutions que vous utilisez dans votre stack technique ou que vous avez envie d'utiliser. Après, il y a des solutions qui sont assez anciennes, qui datent des débuts des années 2000, par exemple, où effectivement, il peut y avoir des applis qui ne sont pas tout à fait là ou pas tout à fait ouvertes. Bon, et là, c'est à vous de faire la pression sur votre éditeur pour qu'il le fasse. L'autre question, c'est, et je ne suis pas sûr de comprendre, c'est est-ce qu'il y a du grading sur webmécanique? Je ne sais pas ce que c'est le grading. Moi non plus, hein, pourtant, moi aussi, j'utilise plein de mots anglais tout le temps. Alors, c'est peut-être le scoring. Voilà. Donc, le scoring, c'est une notion intéressante, le scoring, hein, parce que ce n'est pas une notion facile à utiliser. Autant segmentation, je trouve ça assez facile parce qu'on peut créer autant de segments qu'on veut, c'est autant d'éléments discriminants. Quand je dis discriminant, c'est-à-dire qui permettent de caractériser une situation. Hein, ça peut être un discriminant géographique, un discriminant d'âge, un discriminant comme j'ai dit tout à l'heure, a acheté, n'a pas acheté tel produit avant de faire partir d'une campagne promotionnelle. Bon, bref, voilà. Autant le scoring, c'est le niveau de maturité. Donc, c'est des points que je mets ou que j'enlève pour ça. Et ça, c'est vraiment votre expérience qui va me permettre de le faire et de l'affiner. Je vous donne juste un exemple. Si je suis dans l'immobilier, par exemple, par exemple, sur des logements étudiants, eh bien, selon que je m'adresse à un père de famille ou à une mère de famille qui a besoin d'un logement étudiant pour un de ses enfants, ou que je m'adresse à un investisseur qui sera preneur d'autant de programmes que je pourrais lancer, eh bien, évidemment, la notion de scoring d'intérêt, de niveau de maturité pour passer à une acquisition d'un appartement étudiant ne va pas du tout être la même. Hein, si c'est un parent, eh bien, effectivement, dès qu'il aura fait son achat, derrière, il faudra déscorer l'intérêt. En revanche, si c'est un investisseur, à chaque fois que j'ai un nouveau programme, c'est a priori quelqu'un qui peut toujours avoir un nouvel intérêt. Donc, ces notions-là sont des notions qui ne sont pas si évidentes. Combien de points je mets sur un téléchargement de livre blanc versus un téléchargement d'un kit ou la vision d'une vidéo? Si elle intervient après, est-ce qu'une vidéo que je vois après avoir vu télécharger un livre blanc, est-ce que ça vaut plus de points que si je vois la vidéo pour la première fois? C'est des questions qu'il faut se poser par rapport à son business. Il ne faut pas hésiter à poser la question aussi de par où sont arrivés les gens avant de devenir clients. Ça apprend des choses. Moi, j'ai appris, par exemple, une fois, en appelant comme ça, qu'un chef d'entreprise avait vu une vidéo de notre support technique en cherchant sur Google, il était tombé dessus, d'où l'intérêt de référencer les contenus de votre support technique, d'ailleurs, que ce soit des vidéos, des articles de blog, des choses comme ça. Et il s'était dit, tiens, leurs contenus sont intéressants. Et quand ces équipes, 6 mois plus tard, ont voulu remettre en cause HubSpot pour des notions de coût, eh bien, il leur a dit, tiens, mettez vos mécaniques dans la shortlist parce que ils avaient des contenus qui me paraissaient intéressants. Et donc, à la fin, voilà, on a été shortlistés, on a gagné. Mais l'origine de l'intérêt a été arrivée par un contenu du support technique, ce qui est quand même assez fort sur un prospect qu'on ne connaissait pas. Alors, peut-être une dernière question, et en fait, elle me vient sur un point dont on n'a pas parlé, qui est le reporting, qui est un point qui est très important quand on utilise un outil de marketing automation, donc où tu fais du marketing de manière générale. Avoir un outil de reporting qui soit à la hauteur, c'est pas forcément évident. Moi, je le vois sur ActiveCampaign aujourd'hui, la partie reporting, elle est très, très, très faiblarde. Hein. C'est très, très compliqué d'avoir un reporting qui soit propre. Ou alors, il faut payer. Et c'est un petit peu comme sur HubSpot, c'est-à-dire si on veut avoir accès à du reporting qui soit vraiment intéressant, il faut commencer à payer. Et HubSpot est un outil qui, pour moi, est un outil très, très cher. Et donc, ma question, c'est, pour toi, est-ce qu'il y a des outils, je ne vais pas te poser la question de quelle est la meilleure solution de marketing automation, mais est-ce qu'il y a des outils de marketing, des solutions de marketing automation qui s'adressent plus à des grands comptes, plus à des mid-market, plus à du small business Il y a deux questions dans ta question. Donc, la première, c'est le reporting en lui-même. Je pense que chaque outil aura un reporting qui sera intéressant à son niveau. Mais ce qui peut vous intéresser, c'est quand même plus une CDP, c'est-à-dire la capacité à aller chercher, à agréger de la data qui provient de différents horizons. Parce que votre outil de marketing automation ne va pas agréger de l'information sur Analytics ou sur… voilà, il y a peut-être d'autres sources qui n'ont rien à voir avec le logiciel en lui-même, sur lesquelles il faudra peut-être que vous ayez un outil de CDP pour agréger cette data. Donc, ça dépend de votre niveau d'exigence. Nous, sur Webmécanique, on a des widgets que vous pouvez
pouvez adapter à tout celui que vous souhaitez. Les outils CRM ont leurs propres outils de suivi. Comment vous les agrégez tout ça? C'est une vraie question. C'est une question d'entreprise ou d'intégration qui peut se poser à vous. Donc, avoir le niveau d'exigence que vous avez, quel niveau de reporting vous voulez avoir sur vos campagnes ou sur l'ensemble de vos outils, c'est une vraie question. Ensuite, la deuxième question du choix de l'outil. Alors, si on regarde juste un benchmark sur les fonctionnalités, vous allez retrouver à peu près, tout le monde fait à peu près ça, de la scénarisation, du scoring, de la segmentation, des landing pages, un email builder. Après, vous pouvez avoir vos propres envies ou des UX qui sont plus faciles à manipuler. Voilà, ça, c'est des choix personnels. Moi, je crois plutôt, mais c'est vrai dans le logiciel de manière générale, il y a des moments où, parce qu'on appartient à un grand groupe, par exemple, si vous appartenez à Nestlé et que vous avez besoin d'un acteur multinational qui peut lever des équipes de 50 consultants à tout moment dans n'importe quelle zone du monde, c'est sûr qu'il faut vous adresser à une multinationale qui correspond à ce schéma-là. Donc des Oracle, des Salesforce, des Adobe, etc. Après, vous pouvez être une BU d'un grand groupe et avoir besoin d'une proximité avec des équipes autour du logiciel. Vous pouvez avoir besoin de support en français, vous pouvez avoir besoin, tout ça qu'on a sorti Web Mécanique Academy, vous pouvez avoir besoin de contenu, ça c'est HubSpot le fait très bien, nous on fait aussi. Voilà, donc il y a différentes typologies de besoins je vais dire qu'il y a toute la gamme des solutions sur le marché et chacun y trouve sa place. Donc définissez bien ce que sont vos besoins à vous. Et ensuite, faites des démos, faites des tests, et puis validez que ce sont les outils qui sont pour vous avec une prise en main facile pour vous et vos équipes. Et les sujets d'intégration, bien sûr. On arrive à la fin. Merci Stéphane. Alors, l'enjeu, c'est peut-être de convaincre de passer à Web Mécanique. On est actuellement sur ActiveCampaign. Écoute, tu m'as donné accès à la plateforme et franchement, pour avoir utilisé HubSpot, que je trouvais vraiment très bien, mais vraiment trop cher, en tout cas pour nous, je trouve que je retrouve à peu près toutes les fonctionnalités et je retrouve surtout une ergonomie qui est facile d'utilisation. Ce que je ne retrouve pas sur ActiveCampaign aujourd'hui. Et donc, la réponse est plutôt oui. Voilà. Moi, je trouve que Web Mécanique aujourd'hui est vraiment un outil qui s'adapte et je le vois en fonction de la typologie de mes clients. C'est des outils qui peuvent effectivement aller, moi, sur des boîtes jusqu'à, mid-market, des boîtes jusqu'à 1000 personnes ou sur lesquelles il y a des équipes marketing qui sont restreintes. C'est un outil qui est parfait. Et effectivement, sur du grand compte, c'est un outil qui permet d'avoir de l'agilité. Parce que quand on a un Marketo ou un Eloqua dans un grand groupe sur lequel il y a des droits, sur lequel on ne peut rien faire dès qu'on veut bouger une virgule, c'est hyper compliqué. Ça permet de faire des side projects et de lancer des activités, des BU, des choses comme ça beaucoup plus facilement. Donc oui, je dirais oui, c'est très très bon outil. J'en parlerai sur LinkedIn. Alors, merci beaucoup pour ta confiance, Nicolas, et puis à très vite alors. Ça marche. Eh bien, écoutez, merci à tous. Vous avez donc les coordonnées de Web Mécanique. Vous retrouverez sur LinkedIn, je pense, Stéphane, très facilement si vous voulez le contacter. Pareil, vous avez nos coordonnées. Je précise aussi que nous, on lance une activité de coaching marketing qui permet justement pour des sociétés peut-être un peu plus petites qui ont besoin d'avoir un accompagnement, mais pas forcément de prendre une agence. De se faire accompagner avec des calls hebdomadaires et sur lesquels on va vous transmettre la connaissance, les bonnes pratiques et sur lesquels c'est vous qui allez produire. Voilà. Merci à tous. Merci Stéphane. Merci Nicolas. Webinaire exceptionnel qui a été exceptionnel. Je te remercie. C'était vraiment top. Et puis, on vous dit à une prochaine fois alors. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.